Bonjour à tout le monde, je suis Marie Guingaud, la coordinatrice du GIS Homme-Mère. Merci à tous d'être présents pour ce 9e webinaire du GIS Homme-Mère. Nous organisons ces webinaires depuis début 2023 dans le but de restituer des résultats d'études en sciences humaines sur les aires marines protégées et de permettre donc des échanges entre gestionnaires et chercheurs et de donner des idées éventuellement d'études à mener sur ses propres aires marines protégées. Tous les précédents webinaires sont disponibles en visionnage sur la page YouTube du GISMR que je vous partagerai dans le chat. Le chat, n'hésitez pas à vous en servir tout au long de la présentation. Et puis, il y aura à la fin un moment d'échange avec les intervenants. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux représentations des activités humaines dans le cadre de l'élaboration du DOCOB d'un site Natura 2000, celui de la baie de Chingundi. Et on va nous présenter les apports méthodologiques de ce travail et les retours d'expérience. C'est la première fois qu'on accueille une telle équipe pour un webinaire du GISMR. Et aujourd'hui, ils vont être 4 à prendre la parole pour nous présenter tout ça. Donc, Christelle Auduit du laboratoire TVES. Il y a également Laurent Soulier et Mallory Urcade de Capena. Et pour l'OFB, c'est Christelle Noireau qui prendra la parole. Et donc, avant un premier temps de présentation, durant lequel on vous demande de bien éteindre vos micros, il y aura ensuite donc un second temps prévu pour les échanges et les questions et le partage d'expériences et de témoignages. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le chat également. La parole est à vous. Merci, bonjour à tous et à toutes et merci au GISOMER de nous donner l'occasion de présenter notre démarche, nos travaux. Alors cette présentation aborde les apports méthodologiques et les retours d'expérience sur les représentations des activités humaines dans le cadre de l'élaboration du DOCOB, du site Natura 2000 de la baie de Chikungi. Le travail a été réalisé dans le cadre du projet LIFE intégré MAHARA, Marine Habitat. Et cette présentation, donc, comme il a été dit, est le fruit d'une collaboration entre Capena, l'OFB et le laboratoire TVES de l'Université de Lille et de l'ULCO. Alors, quelques petits éléments de contexte. Alors, j'arrive pas. Hop, voilà. Pour commencer, ce travail démarre par une commande faite à TVES par l'OFB. En 2019, l'OFB qui est coordinateur du projet MAHARA. Et donc, cette commande, c'est comment adapter les DOCOB Natura 2000 pour renforcer l'ancrage territorial des sites. Alors, ça a été une première collaboration qui a permis en fait de poser les jalons sur l'élaboration d'une démarche qui aujourd'hui, nous, on appelle démarche territoire vécu. Et toujours, en fait, dans le cadre du projet Life Mara, TES a eu pour mission d'accompagner Capena et l'OFB en mobilisant cette démarche territoire vécu pour acquérir les données sur les activités récréatives du site Natura 2000 de la baie de Chikungi, dans le but de les intégrer en fait dans le diagnostic socio-économique du DOCOB. Alors actuellement, on est plutôt dans une phase de valorisation, de voir les atouts, les limites de cette démarche pour envisager en fait des perspectives opérationnelles telles qu'une transposition sur d'autres sites et des perspectives méthodologiques. Alors, le webinaire va se décliner en 4 points. La méthodologie de la démarche que je vais vous présenter. Puis, deuxième point, les résultats de la démarche avec une visualisation des relations des acteurs que Mallory Urquhart va vous expliciter. Et puis, en une slide, je vous présenterai les résultats sur l'implication. Et troisième point, ce sera un retour d'expérience qui sera présenté par Christelle Noireau et de l'OFB. Et le dernier point, présenté par Laurent Soulier de Capena sur la transposition de la démarche, les apports de la méthode et puis les contraintes à dépasser. Alors, l'historique de l'élaboration de la démarche qu'on appelle territoire vécu se décompose en 5 étapes. Je ne vais pas revenir sur la première, 2019, c'est ce que j'ai expliqué, et c'était une commande de l'OFB.
Donc, suite à ça, en fait, en 2020, TVS a réalisé un bilan critique sur un échantillon de 30 diagnostics socio-économiques issus des DOCOB. euh, pour aboutir à des propositions méthodologiques sur trois thématiques qui sont peu ou pas du tout intégrées dans les DOCOB. Alors, ces trois thématiques, elles sont la caractérisation des relations entre acteurs. La deuxième thématique, c'est les types et les niveaux d'implication des acteurs locaux pour des actions de protection des espèces et des habitats. Et le troisième, ce sont les représentations des acteurs locaux par rapport au dispositif Natura 2000, mais aussi leur représentation qu'ils peuvent avoir des espèces et des habitats, mais aussi, et de leur évolution. 2020-2021, on est plutôt sur premier test de cette démarche-là avec le PTB de la baie de la Vilaine qui était en phase d'élaboration du diagnostic socio-économique pour réaliser leur DOCOP. Et puis, leur retour était que finalement, il y avait un point faible, il y avait des points forts et pas de souci. Mais le point faible, c'était comment analyser toutes ces données. En fait, la méthode permettait d'avoir plein de données très riches, très enrichissantes. Mais il y a un moment donné, les gestionnaires étaient un peu submergés par ces données et ils ne savaient pas trop comment les utiliser à bon escient. Donc 2022-2023, deuxième test, cette fois-ci avec Capena et l'OFB, mais sur la baie de Chikundi. Et là, le, le partenariat vise du coup, toujours dans le cadre je dirais, du LIFE, du LIFE Mara, le partenariat TVS vise à obligation enfin, obligation, a pour mission d'accompagner en fait Capena et l'OFB pour la rédaction des grilles d'entretien qui va intégrer en fait ces trois thématiques citées précédemment et puis réaliser en fait, je dirais, les modalités de rédaction de la note de synthèse pour pallier en fait au point faible qu'on avait vu en 2020-2021. Et puis tout ça en réalisant des tableaux caractéristiques sur la caractérisation des relations des acteurs, sur l'implication, que je vous présenterai dans un deuxième temps, dans la méthodologie. Et puis, ayant la compétence et sa chaise, du coup, nous, on a traité les données concernant les représentations que pouvaient avoir les acteurs locaux sur les espèces et les habitats, mais aussi par rapport au dispositif Natura 2000. Aujourd'hui, alors ce que j'expliquais, hein, on est dans la valorisation de la méthode. En fait, on souhaite faire connaître cette méthode pour la rendre accessible parce que on se rend compte qu'en fait, elle favorise la concertation, elle permet de soutenir et d'impulser les actions citoyennes et de mieux connaître les attentes des acteurs locaux par rapport au dispositif Natura 2000. Et puis, de trouver des ajustements top-down, bottom-up tout au cours du processus. Je laisse Christelle Noirot présenter en fait le site de la baie de Chikundi. Donc, en effet, bonjour à tous. L'étude a été réalisée au Pays Basque. Donc, pour vous bien représenter le territoire, on a différents sites au Pays Basque qui sont en zone Natura 2000, avec des sites qui sont déjà en gestion depuis une dizaine d'années, dont l'animateur est la communauté d'agglomération du Pays Basque. Donc, tout ça à l'exception de deux sites, donc celui de la baie de Chigundi en rose et en violet, le site de l'estuaire de la Bidassoa. Donc, ces deux sites ont été désignés en 2006 et il n'y a pas eu de concertation depuis et les DOCOP sont en cours de rédaction. Donc, c'est la mission dont je m'occupe. Et donc, c'est pour ces sites qu'on a réalisé l'étude pour le diagnostic socio-économique. Je vous laisse la parole. Alors, l'objectif en fait de la méthode est de caractériser les interactions entre le territoire conçu et le territoire vécu pour améliorer l'ancrage territorial des sites. Le territoire vécu étant celui créé par le dispositif Natura 2000 émanant des services de l'État.
Et le territoire vécu émane des usages et des pratiques des usagers, des habitants, enfin des acteurs du territoire. Alors, pour avoir toutes ces données et comprendre ce territoire vécu, du coup, eh bien, on se base sur des entretiens faits en face à face, des entretiens semi-directifs. Donc, il y a la création de grilles d'entretien qui intègrent ces fameuses thématiques, ces trois thèmes, hein, ces représentations des acteurs par rapport au milieu, la caractérisation des relations entre acteurs pour savoir s'ils ont des relations, quelles sont leurs relations et quelle est la qualité de ces relations. Et puis, le troisième thème, l'application des acteurs pour connaître, savoir s'il y a des implications pour la protection des espèces et des habitats et quel est le niveau d'implication et surtout, est-ce qu'il y a eu des implications passées, est-ce qu'elles sont encore actuelles ou est-ce qu'ils envisagent de s'impliquer pour la protection des espèces et des habitats. Des fois, les entretiens ne suffisent pas ou c'est difficile le public est plus difficile je dirais, à capter. Donc, ça peut être dans le cadre des ateliers où on peut récolter ces informations-là. On en a fait avec Capena et l'OFB, justement, on en a fait 2 sur le site. Suite à ça, une fois qu'on a toutes ces données, en fait, il faut les traiter. Donc, on a construit ensemble des outils de traitement de réponse, donc des fiches de synthèse que je vais vous montrer en 3 slides très rapidement. Et puis, il y a des grilles d'analyse des relations entre acteurs qui vont permettre, en fait, la visualisation des relations entre acteurs. Alors, tout l'intérêt des entretiens, ça permet, en face à face, ça permet, en fait, aux gestionnaires de sensibiliser et d'informer en direct sur le dispositif de protection, et puis d'interroger, mais mutuellement, d'en discuter ouvertement sur les incertitudes concernant l'adaptation au changement climatique, les incertitudes juridiques, les incertitudes politiques. Et ça permet, je dirais, à l'acteur du territoire d'expliciter en fait son jeu d'acteur, ses relations, et aussi d'expliciter ses motivations et ses freins à une application présente ou future. Alors, très, très rapidement, après les entretiens à chaud, le travail qui suit, c'est de remplir des tableaux qui servent de notes de synthèse, qui permet en fait de mettre les éléments saillants de l'entretien et de travailler ensuite sur ces éléments saillants pour les intégrer, ou en tout cas s'en servir dans l'analyse pour l'intégrer dans le diagnostic socio-économique. Donc, je n'ai pas trop le temps de vous présenter celui des pratiques, mais on pourra y revenir dans les questions, il n'y a pas de souci. Sur les représentations et des acteurs par rapport au milieu, eh bien, ça peut aller, en fait, on peut avoir des éléments concernant les contraintes réglementaires par rapport à la pratique, sur les espèces et les habitats qui ont été vus, sur les opinions concernant la démarche Natura 2000. Voilà, ça peut être ces choses-là. Concernant l'implication des acteurs pour la préservation des espèces et des habitats, eh bien, on a l'action qui est concernée, l'origine de l'implication, le degré d'implication, les acteurs impliqués, le rôle. Concernant la caractérisation par l'interviewé de ses relations avec les autres. Là, on vous a mis un exemple, en fait. On a tiré, en fait, c'était un acteur et il a 10 relations avec 10 autres acteurs dans son cercle qui vont de pas de relation à bonne relation, voire à coopération. Alors, on a flouté parce qu'on voulait rester anonyme. Et puis, il y a la caractérisation par l'interviewé, mais de ces relations conflictuelles. Donc là, on a le mobile du désaccord, les acteurs concernés, l'intensité du désaccord, est-ce que ça va jusqu'au conflit? Il y a des définitions bien spécifiques entre tension et conflit. Les actes du conflit, les solutions mises en œuvre et évidemment, si l'acteur envisage que ça soit confidentiel ou pas pour pouvoir respecter cela. Et puis un dernier tableau qui a exactement les mêmes informations, mais là, cette fois-ci, c'est la représentation de l'interviewé, mais par rapport à propos des rapports entre acteurs. Ça permet en fait de recouper les informations, de les croiser et de prendre de la distance par rapport à ce qui est dit. Voilà, on pourra y revenir après sur les questions. Je laisse la parole à Mallory Urquhart sur les résultats.
Bonjour à tous. Donc pour revenir donc sur les résultats, juste repréciser un peu l'échantillon des enquêtés sur la baie de Chenguzi. On a rencontré plus d'une trentaine d'acteurs entre mai et novembre 2023. Donc on peut voir sur le graphique la répartition. On a pris du coup la répartition selon les catégories d'acteurs qui étaient définies dans l'arrêté du COPIL. Et on a également précisé si les acteurs donc enquêtés étaient présents ou non dans le COPIL. Donc là, on peut voir qu'on a quand même les trois quarts des enquêtés qui ne faisaient pas partie donc, des acteurs qui sont présents dans l'arrêté du COPIL. On a également proposé des ateliers aux plaisanciers donc pour venir compléter justement les résultats obtenus dans les entretiens qu'on a fait avec les différents acteurs. L'ensemble du coup des entretiens et des ateliers donc, ont été synthétisés donc, dans les grilles que Christelle a présentées juste avant. Et ensuite, on a pu analyser ces grilles pour donc, participer à l'élaboration du diagnostic socio-économique. Et on a aussi intégré ces analyses et ces résultats dans un logiciel, donc le logiciel GEFI, qui nous a permis de visualiser les relations entre les acteurs sur le territoire. Et on a également fait une synthèse sur les représentations et l'implication qui sera présentée après. Donc sur la diapo suivante, on a un premier résultat de ce qu'on peut obtenir avec le logiciel GEFI, donc qui nous permet de visualiser les relations entre les acteurs. Et donc sur cette diapo, on a vraiment la visualisation des acteurs qui ont le plus de liens directs avec les autres acteurs. Pour cela, en fait, dans le logiciel, on a créé deux matrices. Une matrice avec des nœuds. Donc les nœuds, c'est ce qui correspond au cercle rond sur le schéma et qui correspond en fait à chaque acteur. Un nœud est égal à un acteur qui a été cité ou enquêté. Et ensuite, on a une deuxième matrice de liens donc, qui ont été dits et cités dans les entretiens et ou les ateliers. Les acteurs et les liens, c'est uniquement ceux qui ont été cités dans les entretiens et les ateliers. On n'a pas pris en compte toutes les informations qu'on pouvait avoir en plus dans d'autres ateliers, d'autres réunions. C'est vraiment concentré sur les résultats obtenus dans les entretiens et les ateliers. Et donc sur ce graphe, donc on a les nœuds, donc les acteurs qui sont catégorisés par couleur en fonction donc, de la catégorie. Pareil, on a repris les catégories qui étaient définies dans l'arrêté du COPIL. Et on a aussi un paramètre donc, de taille des nœuds qui dépend du paramètre statistique de la centralité d'intermédiarité. Et donc, cette centralité d'intermédiarité, en fait, la valeur de ce paramètre statistique, c'est égal au nombre de chemins le plus court qui passe par le nœud. Et donc, plus la valeur elle est importante, plus la taille elle va être importante, et plus cela va nous donner la place du nœud dans le réseau et nous dire en fait si le nœud, l'acteur est important dans la transmission des informations dans ce réseau. Donc, ça nous permet de mettre en évidence en fait des acteurs qui vont être leaders dans le réseau. Donc là, les nœuds qui sont de taille plus importante, c'est ceux qui vont être leaders et les autres vont être plutôt ce qu'on va appeler des suiveurs loyaux. Il faut bien prendre en compte aussi que cette visualisation, c'est qu'une représentation d'une certaine réalité. Ça ne représente pas la réalité de tous les jeux d'acteurs qui sont en place, mais une partie de la réalité qui va pouvoir après aider le gestionnaire. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça correspond aussi forcément à la représentation que les acteurs en ont. Il y en a qui ne vont pas forcément se reconnaître dans ces réseaux-là. Voilà, donc il faut bien prendre en compte ce biais-là. On a également donc, après travaillé sur la caractérisation des liens. Donc, comme on avait pu le faire sur les nœuds, là, on s'est intéressé vraiment aux liens. Dans un premier temps, on a pu caractériser donc, les relations, soit plutôt en termes d'entente, de coopération, de tension, de conflit, comme on avait pu le voir dans les fiches de synthèse. Et après, on a pu caractériser à l'intérieur de ces liens de relation vraiment, par exemple, les liens de coopération. Donc là, c'est l'exemple qu'on a mis sur cette diapo-là, où on s'est concentré sur les liens de coopération entre les différents acteurs. Donc, on a repris la même matrice de nœuds d'acteurs sur laquelle on a mis un filtre pour enlever tous les acteurs qui n'avaient pas de lien de coopération établi. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus que 98 nœuds qui sont visibles sur ce schéma. Et ensuite, on a fait une matrice vraiment des liens de coopération qu'on a pu caractériser. Donc là, en 6 classes, pour pas qu'il y ait trop d'informations après sur le graphe.
Les nœuds, pareil, on a repris le même paramètre statistique pour les catégoriser, pour vraiment avoir cette idée de mettre en avant les acteurs qui vont être leaders dans la coopération. Toujours en gardant cette information que ça ne représente pas forcément la réalité et que c'est vraiment une représentation, une visualisation de ces représentations-là et qui a un biais aussi parce que c'est une coopération qui est vraiment centrée sur la partie environnement et Natura 2000. Voilà, et ça nous a permis aussi également de voir s'il y avait des acteurs qui étaient leaders et qui ne faisaient pas partie du COPIL, et ça peut permettre après aux gestionnaires de se poser la question d'une future intégration dans le COPIL et de réfléchir s'il est pertinent d'intégrer des acteurs ou qui soient usagers ou non dans ce COPIL. Et ensuite aussi, en couplant du coup les analyses de réseau qu'on a pu faire avec GFI, que tout ce qui va être motivation et frein sur l'implication, ça peut permettre aux gestionnaires après de mettre en place des moyens pour favoriser l'implication, par exemple, de ces leaders ou justement favoriser l'implication d'autres acteurs qui seraient un peu moins leaders, mais qui pourraient aussi le devenir parce que sur certains aspects, ils peuvent avoir un intérêt à être plus impliqués. Voilà, je laisse la parole à Christelle, du coup, qui va vous présenter un peu plus les résultats sur justement les motivations et les freins à l'application. Oui, alors tout d'abord, les difficultés à s'appliquer pour les acteurs locaux dans des actions de préservation de l'environnement ont été regroupées ici sur ce premier encart. Pour certaines personnes interviewées, la préservation de l'environnement a un coût économique qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge et le compromis entre économie et préservation des milieux n'est pas facile à trouver. Il y a aussi la complexité des enjeux environnementaux parce que finalement, il n'y a pas de solution simple. Il peut y avoir aussi, ça peut être lié, ces difficultés, il y a un manque d'implication d'autres acteurs, c'est-à-dire que on a rencontré des structures commerciales qui disaient, voilà, ils travaillent avec des entreprises qui n'étaient pas forcément, le matériel n'était pas forcément respectueux, la fabrication du matériel n'était pas forcément respectueux de l'environnement, mais que voilà, ils n'avaient pas forcément le choix. Parfois, il y avait aussi, c'était lié aussi à un manque d'informations à propos des actions, notamment collectives, de préservation des milieux, des enjeux environnementaux. Alors, les freins à l'implication, mais dans le dispositif Natura 2000, relèvent parfois d'un manque de ressources financières et humaines pour mettre en œuvre des actions, c'est ce qui ce qui a été dit. Ça peut être lié aussi à des doutes quant à la marge d'action. C'est là où il y a tout un travail de communication, de sensibilisation à faire. Et puis, un manque d'investissement des autres acteurs. Certains considèrent qu'ils ne sont pas forcément les plus impactants et souhaiteraient que d'autres acteurs considérés plus impactants s'impliquent. Ça peut être un frein. Alors, par contre, les motivations à l'application, eh bien, ce sont surtout des personnes qui considèrent que la nature apporte du bien-être. Il est important pour eux de protéger, de valoriser le cadre de vie local et ils ont une conscience des enjeux environnementaux globaux. Alors, ayant cette motivation-là, du coup, eux, ils adhèrent beaucoup plus facilement au dispositif Natura 2000 et souhaitent préserver, pour adhérer à Natura 2000, leur ambition, c'est vraiment de préserver leur lieu d'activité, être des relais pour la sensibilisation aux enjeux environnementaux et souhaite participer à une dynamique collective. Voilà, je laisse la parole à Christelle Marot pour parler du retour d'expérience. Oui, donc moi, je vous donne mon retour d'expérience en tant que coopératrice Natura 2000 en charge de la rédaction du DOCOP. Donc voilà, pour rappeler un petit peu ce que je vous présentais en intro, on lançait la rédaction du DOCOP depuis 2024. Une partie des acteurs impliqués dans la gouvernance, donc ont été interrogés, sont aussi impliqués dans la gouvernance dans le COPIL des sites voisins, donc qui viennent avec un a priori sur le dispositif Natura 2000, aussi une bonne connaissance du dispositif également, mais aussi des conflits non résolus qui peuvent des fois être importés dans le site Natura 2000 de Chimundi qui est voisin à ces sites-là. Donc,
Ayant ça en tête, pour moi, donc les apports que l'étude a apportés, donc premièrement pour la concertation, ça a été de dynamiser la concertation autour du dispositif Natura 2000 sur le territoire, en apportant donc un temps supplémentaire, passé avec chaque acteur pour expliquer, répondre aux questions, recadrer, re-expliquer le fonctionnement, possible de Natura 2000 par rapport aux a priori qui peuvent s'en faire et à l'apprentissage qu'ils ont pu avoir sur les sites voisins. Et également donc, pour les acteurs, ça permettait d'avoir un cadre d'expression neutre hors des enjeux, hors des jeux d'acteurs qu'on peut avoir lors des GT, donc avoir des discussions un peu plus, apaisées et plus objectives que les positionnements qu'on peut connaître lors des groupes de travail. Et donc ça a également permis aux acteurs de leur laisser le temps de parole, un temps plus étendu, pour présenter leur activité, leur projet de développement durable, de manière générale sur l'environnement, même si ça ne concerne pas forcément les enjeux Natura 2000 directement. Et voilà, également un lieu pour exprimer leur frustration, avec l'objectif qu'ils expriment leur frustration dans ces petits entretiens et pas ensuite que ça vienne prendre beaucoup de temps de parole lors des groupes de travail pour avancer sur les objectifs Natura 2000. Pour la partie DOCOB, les apports de cette étude, il y a eu vraiment une grosse réflexion sur comment présenter cette étude dans le DOCOB, parce que dans les DOCOB, habituellement, il n'y a pas cette partie-là un petit peu plus qualitative sur les enjeux socio-économiques. Donc, il y a eu un peu de réflexion, donc c'est un peu un test. Pour moi, c'était vraiment une opportunité de mettre en avant avec de manière neutre et sans jugement, donc avec l'apport un peu universitaire, académique, d'éléments qui sont connus par tous les acteurs du territoire, mais qui sont jamais formulés dans ces documents-là. Un peu l'état des lieux qualitatif qu'on sait, mais qu'on ne présente pas. C'est également donc une opportunité de présenter toutes les attentes et les revendications des acteurs, mais sans forcément s'engager à leur donner une réponse ou à proposer une résolution à ces attentes-là. Parce que, par exemple, c'est pas forcément, l'objet de Natura 2000. Donc moi, c'est un peu, ce que j'appelle une perche tendue aux outils adéquats. C'est-à-dire que les outils adéquats, donc par exemple, le SAGE ou autres, peuvent s'approprier, ces expressions-là qui sont écrites dans le DOCOP. Ça permet aussi de pondérer, les ressentis et les jeux d'acteurs, donc par rapport à ce que présentait Mallory, dans les visualisations d'acteurs. On sort un peu du jeu d'acteurs des groupes de travail où ceux qui parlent fort, prennent beaucoup de place, où nous, en tant que gestionnaire, on peut avoir peur et se dire: «Ah ben mince, il faut c'est des acteurs clés» et en fait, ça nous permet de bien visualiser quels sont effectivement les acteurs clés et dynamiques sur le territoire et le montrer aussi aux autres acteurs qui peuvent ne pas forcément être au centre de la dynamique, du jeu d'acteurs pour ces questions-là et qu'il y a des choses qui se passent dont ils ont pas forcément connaissance. Par contre, je voulais bien préciser qu'à mon sens, ce n'était pas le rôle du diagnostic du DOCOB de souligner les conflits du territoire. Donc dans la présentation, que j'ai fait dans le DOCOB, je suis restée assez neutre et descriptive, de ces éléments-là. Tu peux passer la diapo? Donc ensuite, sur les éléments qui ont été intégrés dans le DOCOB, il y a toute une partie sur la représentation, des enjeux écologiques. Donc, quelle était la représentation des acteurs, de leur milieu? Donc, dans cette partie-là, ça a permis de mettre en avant les connaissances locales, des acteurs, de leur écosystème et ça évacue aussi pour moi la frustration de ne pas mentionner certaines espèces qui sont connues localement et dont on ne traite pas dans le diagnostic écologique parce qu'elles ne font pas l'objet de la directive Habitat Faune Flore. Donc ça permet de valoriser comme ça la connaissance, voilà, de dire que oui, les acteurs connaissent bien leur territoire et la biodiversité de leur territoire, même si, on n'en parle pas forcément, dans le DOCOB. Ça a permis également donc de présenter, les pressions et donc voilà de bien citer, quelles étaient les pressions, ressenties, les représentations des pressions sur les enjeux. Hem Par rapport au premier point, donc moi, ça m'a permis de souligner et d'appuyer vraiment ce point que si on cherche de l'appropriation par les acteurs du territoire de ces enjeux écologiques, on a ici un premier point de blocage qui est assez rapidement exprimé, qui est que ce qui est perçu localement comme des enjeux forts écologiquement ne sont pas forcément traités comme importants dans la directive Habitat Faune Flore, bien que ce soit traité par l'entrée fonctionnalité des habitats, mais c'est pas forcément perçu comme traité par les acteurs. Donc pour nous, c'est important de
bien l'écrire pour toujours l'avoir en tête pour la manière de sensibiliser et de continuer notre communication et de prendre en compte du coup ce qui est perçu comme fort par les acteurs. Et ensuite, le deuxième point important, c'était de bien communiquer auprès des acteurs, des membres du COPIL, que ce qu'ils ressentaient comme pression, ce qu'ils exprimaient comme les pressions perçues sur les milieux, c'était souvent et majoritairement celles qui concernent les nuisances pour leurs usages. Et donc, des fois, ces nuisances-là sont en effet des pressions pour la biodiversité, mais des fois, on est plus sur des catégories de nuisances qui concernent la santé humaine ou autre. Donc vraiment de recentrer le débat, recentrer les discussions autour de ce qui est sur qui concerne la biodiversité. Et en dernier point, donc ça a permis de souligner, voilà, quand on parlait par exemple de la qualité de l'eau, ça a permis de souligner que les actions qui sont mises en place sur le territoire ne sont pas forcément connues par les acteurs, et donc ça ouvre un peu un espace de discussion, de sensibilisation pour expliquer aux acteurs ce qui est fait sur le territoire pour les autres pressions qu'ils peuvent ressentir. Tu peux passer à la diapo suivante. Oups. Sur la dernière partie que je présente aujourd'hui, donc sur l'intégration dans le DOCOP des représentations du dispositif Natura 2000. Donc moi, ça m'a permis vraiment d'exprimer voilà, ce qui avait été ressenti, exprimé. Donc c'est l'avis que majoritairement, il y a une représentation positive de ce dispositif. Et ensuite, ça a ouvert un lieu dans le DOCOB pour écrire quelles étaient les attentes et les craintes des différents acteurs. Donc encore une fois, c'est des choses qu'on sait, mais qui sont jamais écrites dans les documents d'objectifs. Et donc, ça ouvre aussi la possibilité de discuter dans les réunions de travail de est-ce qu'on va bien répondre à ces attentes-là, oui ou non, en toute honnêteté, et d'adresser les craintes, de prendre le temps de bien dire, voilà, ça c'est vos craintes, est-ce que ça va se passer tel que vous le projetez ou non? Donc, par exemple, pour donner un exemple, dans les attentes, il y avait, par exemple, le traitement de la qualité de l'air. Ben, on peut leur dire en toute honnêteté, on peut le mentionner dans le DOCOB, mais on ne va pas travailler dessus, ce n'est pas la compétence de Natura 2000. Donc, n'attendez pas de résolution par l'outil Natura 2000 du traitement de cette question-là, par exemple. Sur les craintes, par exemple, sur les ajouts réglementaires, la perte de gestion locale, on peut expliquer, prendre le temps de bien expliquer quelles sont les réglementations qui sont de toute façon nationales, comme par exemple la gestion des zones de mouillage, la mise en conformité des zones de carénage, qui n'est pas forcément liée à l'outil Natura 2000, mais que l'outil Natura 2000 peut accompagner. Et ensuite, il peut y avoir des réglementations plus liées à la biodiversité directement, comme par exemple la mise en place des zones de protection forte. Donc voilà, ça ouvre vraiment ça met à plat les attentes, les craintes, et ça ouvre ce lieu de discussion et de pédagogie qu'on peut ne pas avoir sinon. Et dernier point très important, sur les leviers d'implication, l'étude a ressouligné quelque chose qu'on a déjà en tête, mais c'est important de le ressouligner, la déception et du coup le manque d'implication par les acteurs lorsqu'il n'y a pas de cohérence dans l'action publique au niveau territorial et une demande de transparence dans les décisions et de respect des réglementations déjà existantes. Donc pour nous, en tant que chargé de mission opérateur Natura 2000, c'est aussi l'opportunité pour dire aux services de l'État, vous nous demandez d'améliorer l'appropriation Natura 2000 par les acteurs du territoire, l'ancrage territorial, mais il y a aussi des choses à améliorer de votre côté sur la dynamique pour qu'on puisse en effet améliorer cet ancrage. Donc par exemple, c'est voilà, plus de transparence, et ça a été dans Mara par exemple de former les services instructeurs, tout ça. Donc il y a une implication des services de l'État de plus en plus forte. Et, voilà. En tout cas, ça nous donne vraiment cette opportunité de l'exprimer et d'avoir un document un peu neutre académique pour le remonter. Voilà. Je laisse la parole à Laurent. Sur la diapo suivante. Alors, moi, je vais vous
présenter un peu une vision en fait hein, de ce que pourrait être une transposition de la démarche, avec d'abord les apports hein, qui ont été faits par cette démarche. Le premier, c'est bien sûr la connaissance des acteurs clés. Comme l'a dit Christelle, c'est pas forcément ceux qui gueulent le plus qui sont les plus importants. Donc, en fait, c'est ceux qui ont le plus de liens qui sont parfois les plus importants et qui ont des liens forts. Et ça permet d'avoir une représentation et notamment de solidifier parfois le réseau avec les autres acteurs, hein, quand on a une connaissance de ça. Le deuxième point, c'est bien sûr le dialogue social, entretenir les liens, la compréhension, l'écoute, la verbalisation. Hein, Christelle en a parlé aussi, hein, à la fois des craintes, mais des avantages. Et ça a un aspect d'apport thérapeutique, en fait, hein, voilà. Et c'est quelque chose de dynamique qui doit se prolonger dans le temps. Le troisième point, c'est, mais finalement, ça représente un indice d'acceptabilité ou d'acceptation. Voilà, dans le temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut pas être un one shot non plus. Donc, il faut que ça soit que ça perdure et qu'on puisse avoir mesuré dans le temps aussi ces liens, parce que les acteurs peuvent changer, certains peuvent prendre une importance plus importante. Il y a des acteurs aussi qui apparaissent parce qu'il y a de nouvelles activités, il y a de nouveaux usagers, et donc il faut en tenir compte, et ça peut avoir un effet aussi, par exemple, sur la composition des copiles, et les relations peuvent également évoluer en fonction des usagers, des crises, etc. Il y a une évaluation des avancées par les acteurs. Il ne faut pas en avoir peur de ça, j'y reviendrai. C'est la représentation qu'on en a, c'est pas forcément c'est ce que disait Mallory, hein, c'est pas forcément la réalité, mais c'est par contre ça donne une bonne idée de comment les acteurs perçoivent les avancées qui ont lieu dans Natura 2000, et donc de mesurer un peu les décalages à tort ou à raison, hein, et d'affiner de ce fait l'argumentaire qu'on va avoir envers ces acteurs. Le point suivant, c'est bien sûr parfois la modification de la gouvernance. Le rapport Maragou va bien montrer qu'il y avait trop de verticalité hein, dans la gouvernance, que c'était surtout de l'information et finalement très peu de retour, de prise en compte en fait, et voire même d'écoute parfois des acteurs du territoire. Donc c'est quelque chose qu'on doit améliorer et qui a été amélioré par la méthode. La motivation aussi des acteurs, je pense que si on les sollicite, mais s'il y a du répondant de l'autre côté, eh bien effectivement, ça les motive mieux de participer aux réunions, aux ateliers, etc. et de voir aussi que leurs préoccupations sont entendues, sinon prises en compte. Le côté innovation de la méthode, c'est au départ la méthodologie, comme l'a dit Christelle Auduit, ça a été développé surtout sur des usages particuliers. Et puis là, on est arrivé où nous, avec TVES, on l'a développé sur l'ensemble des usages et l'ensemble des acteurs. Et donc, c'est une méthode globale qui a été expérimentée et elle méritera sans doute des améliorations par la suite, bien sûr, mais il faut voir ça comme un processus dynamique et non sclérosé, en fait, hein, de méthodologie. Je pense que c'est important. Même si la méthode, par elle-même, le fait d'avoir une méthode, c'est quelque chose ça légitime un peu l'action. Alors, le fait d'avoir un réseau technique et scientifique existant aide bien sûr à améliorer les choses. Là, l'intérêt, c'était de montrer en fait que les sciences humaines pouvaient apporter vraiment quelque chose dans un document d'objectifs, que c'était une approche, finalement, le DOCOB et les diagnostics, c'est une approche interdisciplinaire. C'est pas seulement de la biologie, hein, parce que bien souvent, les DOCOB sont rédigés par des biologistes, hein, parce qu'au départ, on parle d'habitat marin, d'espèces
espèces, mais l'approche interdisciplinaire et notamment le fait de concevoir tous ces liens-là, ça donne une notion, ça donne vraiment de la cohérence au DOCOB et finalement, ça dit aux acteurs voilà, tous les acteurs sont légitimes de parler. Et certains ont des bonnes idées, mais ne se sentent pas légitimes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Alors, est-ce qu'on peut dupliquer au Pays Basque? Donc, comme vous l'avez vu sur une des diapos précédentes, hein, là, on s'est intéressé qu'au site de Tchingoudi. Il y a d'autres sites. Et notamment, c'est un site, enfin, des gros sites, là, il y a 4 sites donc, qui sont littoraux et en mer, plus le site de la Nivelle qui contient la baie de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, hein, qui est juste à peu près au sud, là, au milieu au sud. Là, ça sera intéressant d'appliquer cette méthode sur un site qui a déjà un DOCOB qui a un vécu de 5-7 ans, et sur lequel les premiers diagnostics socio-économiques n'avaient pas du tout été faits évidemment selon cette méthode. C'était une représentation des usages essentiellement, mais il n'y avait pas du tout de représentation, enfin, ou très peu de représentation des liens et de la coopération, des conflits, etc., ce qui vous a été expliqué. Donc, c'est vrai que là, on a l'opportunité, à mon avis, de retrouver finalement une certaine territorialité, c'est-à-dire à la fois avec l'ensemble des usages. C'est important, cette notion de territorialité, parce qu'elle dépasse les limites administratives, on va dire, hein, les limites qui ont été définies par le cadre Natura 2000. Donc, en ce qui concerne évidemment la transposition de la méthode, il y a des craintes. La première, c'est la sursollicitation des acteurs. Effectivement, les acteurs, ils sont souvent sollicités parce qu'ils sont membres de la Clé du Sage, ils sont membres de différents copies de Natura 2000, de conseils scientifiques, etc. Et cette sursollicitation fait que il y a parfois une certaine démotivation. Il y a aussi le fait que beaucoup d'acteurs sont bénévoles et donc ils ne peuvent pas forcément se rendre à tout. Donc ça, c'est une difficulté. La deuxième, elle tient plus la deuxième et la troisième d'ailleurs tiennent plus aux élus, aux agents des collectivités, hein. Le fait que parfois ils ont l'impression qu'ils vont perdre la main et que il y a une certaine, ils veulent pas, c'est difficile de considérer cet aspect d'ingérence en fait, hein. Ils ont l'impression, il y a une culture finalement de pyramide, hein, de décision pyramidale et une culture de l'approche qui est top-down et extrêmement hiérarchique en plus. Donc c'est ça qu'il faut arriver à modifier. Et aussi, ce qu'ils ont, c'est qu'il y a un jugement finalement de l'action publique par les acteurs, hein. C'est ce qu'on voit aussi dans les rapports, hein. Il y a un jugement de cette action publique et ils ont l'impression que ça peut remettre en cause en fait les processus décisionnels et leurs prérogatives. Donc ça aussi, il faut rassurer sur ce point-là. Il y a toujours des pilotes, mais par contre, on peut relater effectivement les désaccords qui ont lieu. Une autre difficulté, c'est parfois, il y a pas l'aspect finalement sciences humaines est très peu pris en compte dans les DOCOB, c'est le cas là, dans le cadre si on transposait, et c'est pas dans les mesures initiales, et donc ça pose des problèmes divers et variés, notamment en termes de financement, bien sûr, en termes de moyens humains, et c'est difficile après d'intégrer quand c'est pas dans l'origine. On voit bien qu'il y a une nécessité de révision régulière. Il y a une notion aussi de pérennité, hein. On a une vision parfois qui est assez parcellaire, hein, qui est assez ponctuelle aussi. Et c'est vrai que c'est important aussi qu'il y ait une certaine pérennité dans la façon, comme je vous l'ai dit, de voir les acteurs et les liens qu'il y a entre eux, parce que ça évolue, c'est dynamique. Il peut y avoir des difficultés de dialogue social, hein. Il y a une nécessité de bienveillance quand voilà.
Mais ça nécessite quand même des décisions, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit effectivement transparent, il faut que les décisions soient éclairées, pour qu'elles soient comprises. Ça, c'est important. Et donc, ça nécessite de l'écoute, évidemment, et une certaine prise en compte, malgré tout. Une autre des difficultés, je passerai vite, c'était évidemment, notamment dans la fonction publique, et en particulier la fonction publique de l'État, on a un renouvellement des personnels qui est parfois très important, ce qui oblige à recommencer parfois. Et on a des fois des virages qui sont assez importants, à 90 ou à 180 degrés, suivant les interlocuteurs qu'on a. Et cette continuité, elle est absolument nécessaire dans la conduite. Et puis, alors, le pire, ça serait que ça fasse pchit, c'est-à-dire qu'on fasse une étude, et puis finalement, eh bien, c'est pas pris en compte, voilà, c'est stratifié, et on n'en fait rien. Et le soufflet qui retombe, ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce que en fait, ça provoque de la démotivation, voire de la colère. Et après, il est très difficile de rattraper les acteurs. Alors, il faut aller donc vers un dépassement, et pour ça, il faut une collectivité animatrice qui soit motrice, qui soit active et réactive, qui permettent de solliciter les acteurs, mais qui synthétise, qui répond, qui nourrit le dialogue, qui explique, qui fait évoluer, voilà, et qui soit peut-être parfois moins directive. Il faut un État qui soit accompagnateur, c'est-à-dire pas spectateur. Souvent, l'État a un rôle un peu juste, il est spectateur, c'est-à-dire qu'il va sur le réglementaire et puis voilà, c'est tout. Et parfois même, il peut être un frein. On a eu des cas, notamment sur le balisage, hein. Donc, il faut qu'il soit vraiment intéressé à ces démarches. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. L'État et la collectivité ne peuvent pas tout faire, hein, ça c'est certain. Donc, le dialogue doit nécessiter l'implication des acteurs, on doit leur dire. Et ça veut dire qu'il ne faut pas non plus que quand il y a des ateliers ou quand il y a un suivi, il y ait une présence des usagers, par exemple, ou des acteurs qui soient, je qualifierais ça de stroboscopique, hein, c'est-à-dire qu'on saute les réunions parce que sinon, enfin, c'est très difficile en fait d'y arriver, hein, voilà. Et cette prise de conscience collective aussi, elle doit être, enfin, on doit améliorer aussi cet aspect de territorialité parce que nous, on a un territoire qui est transfrontalier. Et on voit bien que ça a été extrêmement difficile d'intégrer des considérations qui venaient du Pays basque espagnol. Donc voilà, la révision du doc, comme j'en ai parlé, elle est indispensable à des pas de temps qui sont définis à mon avis, et il faut qu'elle soit faite. Il faut que les mesures soient intégrées. D'autres peut-être doivent disparaître, notamment celles qu'on reporte d'année en année et finalement qu'on ne fait jamais. Il faut profiter des compétences locales et des compétences techniques et scientifiques qui sont déjà constituées, comme dans notre cas, hein, par exemple. Et bien sûr, comme l'a dit Christelle, il faut de la transparence. Il faut une transparence. Il faut que les gens soient, voilà, il faut que les gens qui ont des idées ou ceux qui sont contre certains, il ne faut pas qu'il y ait une invisibilisation des acteurs, en fait. Ça, c'est extrêmement important. Donc, les décisions doivent être éclairées. Et bien sûr, il faut de l'action et des résultats. Donc, l'avantage de ce qu'on a fait, c'est qu'on a des méthodes qui sont validées, hein, et qu'il faut qu'on arrive à valoriser. Ça, c'est extrêmement important, avec des résultats donc, qui sont lisibles, qui doivent être synthétisés et vulgarisés. Ça, c'est aussi important parce que sinon, ils ne seront pas compréhensibles. Et puis, il faut arriver évidemment à ce qui est derrière des décisions qui sont abouties, éclairées, et qui est aussi du retour vers les acteurs, notamment les usagers, voire la population, que ça dépasse le comité de pilotage. On l'a bien vu qu'il y avait une partie des acteurs qui étaient hors du comité de pilotage. Donc, il faut arriver à les toucher aussi. Et bien sûr, tout ça dans une certaine bienveillance. Merci. Très bien, merci beaucoup à tous les quatre pour cette super présentation à quatre voix très fluide d'entre vous. On voit que vous êtes bien préparés. Il y a des questions dans le chat concernant justement les productions liées à cette étude et à leur partage. Est-ce qu'il existe déjà des supports, un rapport qui sont partageables avec
avec le public. Alors, le rapport est public, hein, donc il est accessible, il y a pas de souci. Ok, tu pourras nous partager un lien ou Oui, nous envoyer ça, je l'enverrai aux participants pas de problème. après. Super. Et on a également Gwenola qui m'a écrit en privé, mais qui veut bien que je partage, de Bretagne Vivante, qui disait qu'elle confirme l'idée de sursollicitation et de la difficulté à former des nouveaux bénévoles et qui se sentent légitimes éventuellement pour participer tout au long du processus. Et donc, elle vous remercie pour la présentation, mais elle a dû partir. Donc, place aux questions. Oriane, tu as déjà une question, on t'écoute. Ouais, j'avais une question sur déjà, vous étiez combien pour mener les entretiens? Enfin, c'était qui les a menés, les entretiens, en termes de formation, ou je sais pas, enfin voilà. Et aussi, j'avais une question par rapport quand les gens ils vous confrontaient au fait que Natura 2000, c'est pas un, comment dire, c'est pas un organe qui a vocation à mettre en place des réglementations forcément, enfin des interdictions, ce genre de choses. Enfin, moi, c'est quelque chose qu'on me reproche, entre guillemets, tout le temps, que le fait que bah, Natura 2000, de toute façon, bah, on va jamais rien interdire, même s'il faudrait, vous n'avez pas le pouvoir de le faire, etc., etc. Moi, je suis intéressée de savoir qu'est-ce que vous avez, comment vous... Parce que moi, je suis une nouvelle animatrice Natura 2000, donc je ne sais pas encore trop quoi répondre à ça, et si c'est, voilà, enfin, ça m'intéresserait de savoir ce que vous répondez dans ces cas-là. Je réponds. Ouais, attends, on va répondre sur la première, sur les ateliers, et Christelle, je te laisserai répondre sur la deuxième partie. Du coup, sur les entretiens semi-dirigés, donc on a fait les premiers du coup avec les Christelle, Marie-Antonia qui nous ont accompagnés donc sur le test de la grille donc sur 4-5 entretiens pour qu'on puisse se familiariser du coup avec la méthode. Et après, Josiane, ma collègue et moi-même, et de temps en temps avec Christelle Noireau, on a fait les autres entretiens. Et pour les ateliers, pareil, c'était à plusieurs voix où généralement on était donc les universitaires, CAPENA et l'OFB. Voilà. Christelle. Oui, et du coup, donc sur la partie réglementaire, je pense que sur ça, il faut vraiment être le plus transparent possible. C'est justement l'occasion d'être le plus transparent possible oui, en effet, il n'y a pas forcément eu beaucoup de réglementation dans les années passées. Il faut aussi leur expliquer que le contexte change, qu'il y a des nouvelles dispositions qui vont être mises en place. Et de dire que voilà, on n'a pas forcément encore tous les éléments pour dire il y aura une ZPF là ou pas là, etc. Mais de bien expliquer les démarches. Donc ça demande du travail en amont pour nous pour bien comprendre aussi tout ce qui se passe. Mais je pense que vraiment l'objectif, c'est d'être le plus transparent et le plus pédagogique possible sur ces éléments-là. Parce qu'on a pu voir aussi que des fois, des acteurs avaient politisé un peu Natura 2000 en disant ah ben non, on ne peut pas faire tel projet parce que il y a une réglementation Natura 2000. Donc il faut aussi aller déconstruire le discours qui peut être mis sur le territoire et du coup être très pédagogue. J'espère que ça répond à ta question. Et contente de te revoir en Natura 2000. Ouais, salut Christelle. En fait, elle était étudiante quand j'étais maître de conf contractuelle à la Gros de Rennes. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants au webinaire? Frédéric Alban à la main levée. On t'écoute. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. Et bonjour Christelle, ça faisait longtemps. Bonjour. J'avais une question par rapport à comment vous avez choisi Vous avez dit que vous avez fait des entretiens auprès d'une trentaine de personnes, si je ne me trompe pas, dont les 3/4 ne faisaient pas partie du COPIL ou faisaient partie du COPIL? Non, la majorité ne faisait pas partie du COPIL. Et donc, c'est ce que j'avais compris. Et ça veut dire que comment vous les avez choisis? En fait, est-ce qu'on vous les a conseillés? Est-ce que c'est l'effet boule de neige? Un tel vous parle d'un tel et vous allez le voir? Voilà.
on a listé l'ensemble des acteurs et des usagers qui pouvaient y avoir en fait sur le site Natura 2000. On s'est principalement quand même concentré sur les acteurs français. Et après, en fonction de certains entretiens, on a pu rajouter des acteurs qui revenaient souvent dans les discours et qu'on n'avait pas forcément identifiés. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ça tient beaucoup aussi à notre connaissance du territoire, en l'occurrence, hein, aussi. C'est-à-dire que comme on est locaux, on sait aussi, on connaît aussi certains acteurs qui sont hors des copiles, quoi. Merci. Oriane a une autre réponse, une autre question. Non, c'était juste que à la fin, sur des grands sites, lister tous les acteurs, ça me paraissait complètement dingue, mais je comprends mieux si vous êtes déjà parti oui, d'acteurs que vous connaissiez et que vous saviez pertinent et du coup, vous n'avez pas du tout fait, je sais pas, d'appel au sein du copil du site Natura 2000 à répondre à ces entretiens à l'occasion d'un copil. Vous êtes vraiment allé porte à porte auprès des acteurs, enfin porte à porte entre guillemets, auprès des acteurs pour leur demander s'ils étaient prêts à répondre à l'entretien, enfin à faire l'entretien. Euh, oui, après le but, c'est pas forcément d'avoir en entretien tous les acteurs parce que ça représente après un gros travail. Un entretien, c'est quand même 1 heure et demie, donc après en synthèse, en transcription d'analyse, c'est du temps derrière. Donc le but, c'est euh, d'enquêter une partie pour avoir une représentation globale. On va plus avoir du qualitatif que du quantitatif. Si vraiment on aurait pu passer par exemple par des questionnaires pour avoir plus du quantitatif et là toucher vraiment beaucoup plus de personnes, y compris par exemple, on s'est posé la question, enfin aussi en plus d'enquêter tout ce qui va être usagé plutôt individuel ou on sait que le tourisme est très présent sur le secteur, donc plutôt des gens qui sont là en résidence secondaire ou après, mais qui ont quand même un impact sur le territoire. Donc voilà, après, c'est difficile aussi d'enquêter tout le monde parce que tout le monde ne peut pas forcément répondre et prendre le temps de passer plus d'une heure à faire un entretien, quoi. Pour compléter, et effectivement, euh, Mallory a bien expliqué. En fait, là, c'est un le territoire et c'est un petit site. Et sur les grands sites, la question se pose. Mais l'objectif, comme dit Mallory, c'est pas d'avoir quelque chose d'exhaustif. C'est vraiment d'avoir des entretiens d'acteurs, de toutes les catégories d'acteurs. Voilà, c'est ça qui est aussi important et plusieurs dans chaque catégorie, mais pas d'avoir tous. Voilà. Je réponds à Gwenola en direct, qui demandait donc par rapport aux analyses risque pêche et l'aspect réglementaire. Donc c'est vrai que j'ai pas reprécisé, mais sur le petit site de Chigundi, donc comme c'est un site très historien, donc on a une des spécificités du site, c'est qu'il n'y a pas de pêche, il y a un seul caseilleur dans la baie de temps en temps et pas très souvent. Donc c'est vrai qu'on a nous peu cette problématique des, des mesures suite à l'ARP, bien qu'il y aura sur la partie oiseaux, mais qui est traité un peu en décalage et on a peu du coup d'acteurs de la pêche professionnelle dans on n'a pas d'acteurs de la pêche professionnelle dans cette analyse. On a surtout des plaisanciers. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait un biais par rapport à ce qu'il peut y avoir sur d'autres sites. Bien, merci pour ces compléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Je n'ai pas d'autres. Moi, j'aurais une question justement sur la transmission, la dissémination là, de cette méthode. Si parmi nous, il y a des gestionnaires là, intéressés pour reproduire ce travail sur leur cas d'étude, quelles seraient les modalités, quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour est-ce que le laboratoire TVS serait enclin à accompagner, enfin, quelle serait la démarche pour un gestionnaire aujourd'hui qui voudrait développer cette méthode, appliquer cette méthode sur son cas d'étude? À quelle porte vous allez sonner? Moi, je pense que le mieux, ça serait peut-être de nous contacter, effectivement, voir ce qu'on peut faire.
Je pense que ce serait la meilleure solution de discuter. Après, il y a eu un article qui a déjà été réalisé. J'ai mis dans la bibliographie à la fin du diaporama, où il y a des éléments pour piocher effectivement la méthode. Et là, il va y avoir un article qu'on va rédiger, publier. Enfin, le temps qu'il soit publié, peut-être ça demandera un an, justement avec Capena et l'OFB sur la démarche, quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est peut-être effectivement de nous contacter et puis d'échanger. Enfin, je vois, Marie-Antonia voulait peut-être préciser quelque chose. Non, non, je vais ajouter des particuliers, mais bien évidemment, nous sommes si vous avez d'autres questions à répondre, voilà, vous pouvez nous contacter par mail et on est ravis de continuer la discussion pour faire évoluer et se projeter dans une transposition de la démarche dans d'autres sites. Tout à fait. Très bien, merci. Super. Est-ce qu'il y aurait une dernière question parmi le public? Je ne vois pas de main levée. Et ben dans ce cas, il est temps pour nous de vous remercier beaucoup pour cette super présentation, Christelle, Laurent, Mallory et Christelle, et puis tous les autres qui ont participé effectivement à ce travail, notamment Marie-Antonia. C'était très intéressant. N'hésitez pas à les contacter si vous avez plus de questions. Et je vous invite également à participer au prochain webinaire du FISOMER qui aura lieu le mardi 28 janvier à la même heure et qui concernera cette fois-ci la restitution des travaux que le GIS Homer a effectué directement dans le cadre du projet HOMME. Donc, c'était une enquête sur l'évaluation des aires marines protégées, les pratiques, les perceptions par les gestionnaires. Je vous ai mis dans le chat le lien pour vous inscrire et n'hésitez pas à revisionner tous les précédents webinaires qui sont en ligne, ou si vous avez des suggestions de thématiques à aborder ou de vous-même des études à présenter, contactez-moi sans problème. Merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.